Les Deux Alpes, en Isère, à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble. Entre Noël et Pâques, cette station accueille près de 30 000 vacanciers chaque semaine, venus glisser sur l'un des plus grands glaciers d'Europe. Familiale le jour, cette station change de visage la nuit. Des hordes de fêtards envahissent les bars. Résultat, des dizaines de jeunes sous en quelques minutes et les dérapages qui vont avec. Chaque nuit, la police municipale ouvre l'œil. On se calme. Altercations entre jeunes. On se calme. Bagarres sanglantes sont le lot quotidien de Patrick, dans le métier depuis 10 ans. La suspicion de mâchoire cassée, puis il a fait beaucoup ça. Ce sont des criminels qui ont fait ça. Et quand les faits sont graves, Sérieux quoi? ce sont les gendarmes qui prennent le relais, comme Leslie, en poste aux Deux Alpes depuis 2 ans. I'm a policeman. Vas-y, tu fais, il faut vas-y, tire sur la boule. Chaque jour, 9000 skieurs dévalent les pistes. Et plus il fait beau, plus les accidents sont nombreux. Pour assurer la sécurité des vacanciers sur le domaine skiable, les sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM, en alerte permanente. À l'image de Florent, spécialiste spéléo du groupe. J'y vais, je pique, hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est... Sur les pistes, les premiers à intervenir sont les secouristes de la station. Depuis 10 ans, Myriam et Romain font souvent équipe ensemble. On va vite t'évacuer pour que tu sois vite au chaud. Ok David? Nous, on est des pros de l'immobilisation. On est là pour évacuer les gens au mieux. Les traumatismes, c'est le quotidien de Jean-François, l'un des 3 médecins de la station. Le ski est terminé là. Et dès le premier jour de ski, c'est l'hécatombe. Des gens, ils arrivent de Paris en bus, ils arrivent à 7h du matin sur les Deux Alpes, 9h sur les pistes, 10h genoux, 11h chez nous. Pendant toute la saison, nous avons suivi le quotidien des secouristes et des forces de l'ordre qui interviennent jour et nuit aux Deux Alpes. Une heure du matin, en plein cœur de la station des Deux Alpes. Patrick, policier municipal, repère un attroupement. Au sol, un jeune Anglais d'une vingtaine d'années gît immobile, le visage maculé de sang. Ok, stay. Ok, va chercher... prends une couverture survie à côté. La victime aurait fait une chute de 6 mètres depuis le 2e étage de cet immeuble. Par chance, des pompiers volontaires en permission l'ont immédiatement pris en charge. Il y a 2 plaies en fait sur le dessous de la tête. En fait, là, du côté où il est tourné, face contre terre, donc il saigne. Il y a des plaies qui sont bien ouvertes côté sol, quoi. Le jeune homme est inconscient. S'il sombre dans le coma, il risque des lésions neurologiques graves. Patrick appelle immédiatement les secours. Je vous appelle pour une urgence. Il y a une personne qui a glissé des balcons, un bon 6 mètres. Hein. Il a des plaies à la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il est somnolent, presque inconscient. Somnolent. En attendant les pompiers, Patrick doit tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce touriste a assisté à la chute du jeune homme. Sorry, you can come with me, I need your name. Yeah. Come with me. On l'a entendu sauter de la balustrade. So he was on the balcony. Oui, il a enjambé la balustrade. Yeah. Puis ensuite, il a glissé sur la neige et il est tombé sur le dos. Et comme il tombait du toit, il est tombé le visage face contre terre. Face on the floor. Ouais, c'est pour ça qu'il a le nez cassé. Face on the floor, ok. Parmi les badauds, un autre Anglais est encore sous le choc. Il dormait dans l'appartement d'où serait tombée la victime. Je ne l'avais jamais vu. Oui, les rideaux étaient grands ouverts et la porte du balcon aussi, mais il n'y avait personne. Je suis sorti et je l'ai vu étalé au sol. Apparemment, l'individu aurait traversé un appartement qui n'était pas le sien et il aurait glissé du balcon, donc voilà. Bon, dans un premier temps, l'urgence, c'est la médicalisation, après on verra. Le jeune Anglais a certainement tenté de regagner son propre logement en passant par les balcons. Le blessé est toujours inconscient à l'arrivée des pompiers. Ils doivent établir un diagnostic et surtout tenter de le réveiller au plus vite pour minimiser les risques de lésions. Il se réveille. You, monsieur? Donc là, on va rapidement le mettre au chaud.
La situation est grave ou pas? Elle peut l'être, ouais. Il a quand même chuté de haut, donc... Pour Patrick, la mission prend fin. OK, you move, please. Stay into the apartment, OK? Dans le camion, Stéphanie et Marine doivent faire réagir le blessé. Le but, l'empêcher de tomber dans le coma. Open your eyes. Reste avec nous. Do you remember what happened? What is your name? Stéphanie, c'est quoi l'objectif là? Éviter de laisser perdre connaissance en fait. Il faut pas qu'on le laisse s'endormir, donc en fait faut... C'est bon, impeccable. Faut qu'on le simule tout le long du trajet pour qu'il reste avec nous, quoi. Le jeune homme n'a toujours pas prononcé le moindre mot. Allez. Malgré la route enneigée, les pompiers doivent l'emmener à l'hôpital de Grenoble, à 50 km, où il doit être opéré en urgence. En Isère, à partir de minuit, il n'y a plus de médecin de garde. Donc, dépassé minuit, on est obligé de les descendre sur Grenoble. Surtout avec cette pathologie-là, où ça peut être potentiellement dangereux, où là, même un médecin aux Deux-Alpes ne suffirait pas. Open your eyes! Stéphanie et Marine doivent faire au plus vite, car de nouveau, le jeune Anglais ne réagit plus du tout aux stimulations. Move your feet, please. Do you feel? Il réagit là quand je touche ou pas? Un peu ou pas? Non. Là? Mais soudain... Pour les pompiers, ces cris sont un soulagement. Il signifie que le blessé est conscient. Il sera opéré le soir même pour réduire ses nombreuses fractures du crâne. Par miracle, il n'aura aucune séquelle neurologique. Dès le lendemain, il sera rapatrié en Angleterre. Les Deux-Alpes, en Isère, à une 50aine de kilomètres de Grenoble. Avec ses 225 km de piste et son glacier, l'un des plus grands d'Europe, cette station accueille près de 30 000 vacanciers chaque semaine durant la saison. Pour assurer leur sécurité sur le domaine skiable, 2 unités sont en alerte permanente. Les pisteurs secouristes et les sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM. J'y vais, je pique, hein. Allez, c'est parti. On va vite t'évacuer pour que tu sois vite au chaud. Ok, David? Familiale le jour, cette station change de visage la nuit. Les jeunes se ruent dans les bars pour faire la fête. 2 brigades travaillent main dans la main pour gérer les dérapages des fêtards trop alcoolisés. La police municipale et la gendarmerie. On se calme. Bagarre sanglante. On se calme. Ouais, suspicion de mâchoire cassée, il n'y a pas vu beaucoup ça. Altercation entre bandes, insultes. Mais vous êtes sérieux quoi? Pendant toute la saison de ski, nous avons suivi le quotidien de ces 4 unités qui interviennent jour et nuit aux Deux-Alpes. Créée dans les années 50, juste après Chamonix, la station est perchée à flanc de montagne, au bord d'un gouffre. Le trou de Vénosque, 700 mètres de dénivelé. Le village des Deux-Alpes s'étend sur 2 km, le long d'une artère principale. Hôtels et immeubles résidentiels se disputent une clientèle toujours plus nombreuse. 2000 habitants en basse saison et près de 30 000 chaque semaine, entre Noël et Pâques. Un succès dû aux efforts de la station il y a quelques années pour se démarquer de la concurrence. En plus des familles qui prennent d'assaut les Deux-Alpes durant les vacances scolaires, hors saison, ce sont les étudiants en majorité étrangers qui sont ciblés. Tous les samedis, des hordes de jeunes fêtards débarquent. Ce matin, 1 millier de Hollandais et 2500 Anglais investissent le village. Cette semaine, on va skier et faire la fête. C'est ça le programme. Boire et skier en même temps, quoi. Ça va être sympa, on a fait ça l'année dernière et puis tous les matins on se lève un peu la tête dans le cul mais on se force et on sort. Ces jeunes viennent avant tout pour s'amuser, avec la ferme intention de faire la fête dès le premier jour. Et aux Deux-Alpes, on peut boire partout, même en haut des pistes.
Situé à 2600 mètres d'altitude, ce bar géant se transforme dès 15 h en boîte de nuit, de jour. Tous en tenue de ski ou presque, ils sont plus de 500 chaque jour à se déhancher en buvant de la bière et du vin, sans conscience du danger. Au revoir. C'est pas dangereux de skier après avoir bu? Non, non, c'est plus facile. Vous êtes sûr? Ouais. J'arrive pas à skier. Je suis nulle. L'altitude amplifie les effets de l'alcool. Les risques d'accident sont donc élevés. Alors, pour éviter les chutes et les collisions, à la fermeture du bar, les pisteurs de la station attendent les fêtards les plus éméchés. Quelqu'un qui a l'habitude de boire quelques verres, 3-4 verres, en bas, ça va passer. Ici, ça risque de faire plus mal parce qu'on est justement en altitude. On s'assure quand même qu'ils sont encore capables de skier. Et puis, on essaye de les conseiller plutôt de prendre les cabines s'ils sont un peu trop bourrés pour qu'ils arrivent entiers en bas, quoi. We are not drunk? Let's go down because it's gonna be night very soon. Les skieurs s'élancent comme ils peuvent. Quand ils arrivent ensuite par centaines dans la station, chaque soir c'est le même scénario. Le village se transforme et la rue principale change de visage. Les familles laissent la place aux jeunes qui entament la tournée des Grands-Ducs. La station compte une centaine de bars, pleins du lundi au dimanche. Résultat, des dizaines de jeunes sous en quelques minutes et des nuits mouvementées pour les forces de l'ordre. Pour gérer les débordements et assurer la sécurité des vacanciers, 17 policiers municipaux patrouillent tous les soirs. À la tête de l'une des équipes, Patrick. Cet ancien patron de PME a choisi de changer de vie il y a 10 ans. Chasseur alpin lors de son service militaire, il a eu envie de revenir à ses premières amours, la montagne. Dans 15 jours, je vais fêter mes 10 ans de police municipale. C'est très polyvalent, c'est ce qui me plaît, donc il n'y a pas vraiment de routine. Et en 10 ans, Patrick a vu la station évoluer. Avant, on avait une clientèle beaucoup plus italienne, puisqu'on est proche de la frontière. Maintenant, on travaille beaucoup avec toute la clientèle anglaise, scandinave. La nuit, elle a évolué en fonction des modes et qui viennent d'Angleterre. Oui, c'est-à-dire que consommer le maximum d'alcool en un laps de temps minimum. Donc, la cuite est plus rapide, effectivement. Oh, please. Grâce à de nombreux séjours à l'étranger, Patrick a la chance de bien parler anglais. You take the walk area. Oh, please. Oh, please. Be quietly, OK? Quand ils sont en groupe, c'est vrai qu'il y a une émulation. Ils ont du mal individuellement à se calmer. Mais c'est pas méchant, c'est dans un bon esprit. La mission de Patrick ce soir, faire en sorte que tous les vacanciers gardent un bon souvenir de leur séjour aux Deux Alpes. La nuit, oui, on a ceux qui dorment, qui veulent partir skier de bonne heure le matin. Il y a ceux qui travaillent, donc qui veulent dormir. Et puis il y a ceux qui viennent aussi pour faire la fête un peu de temps en temps. Pas forcément tous les soirs, mais se faire plaisir parce qu'ils sont en vacances. Donc il faut que tout le monde arrive à s'entendre. Et nous, oui, on est un peu les fusibles au milieu de tout ça, quoi. Et ce soir, Patrick ne va pas tarder à intervenir. Quelques minutes plus tard, c'est le moment le plus critique de la soirée. La fermeture des boîtes de nuit. L'heure où les tensions sont parfois vives entre touristes anglais et jeunes Français qui habitent ici à l'année. Qu'est-ce qui se passe? Patrick et son collègue sont appelés en renfort sur une bagarre à la sortie d'une discothèque. Sur place, 3 autres policiers tentent de maîtriser l'agresseur. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Un jeune homme est au sol, inconscient. Il vient de se faire rouer de coups. Pour un mec qui s'est évanoui, il vient de se faire frapper. Les pompiers sont appelés en urgence. On est en présence d'un individu qui a chuté au sol, apparemment sur une bagarre, de nationalité britannique, environ 25 ans. Il est inconscient sur la voie publique. L'état du vacancier anglais est très préoccupant. L'auteur des coups, lui, est un jeune Français qui habite sur la station. Selon lui, c'est l'Anglais qui l'aurait provoqué. Encore grisé par la bagarre, il ne se laisse pas maîtriser. Les gendarmes le menottent.
Mais qu'est-ce que vous faites là? On se calme. On est chez nous là. Mais c'est les Anglais. Mais vous êtes sérieux quoi? Mais c'est des fous. La rixe a éclaté entre deux groupes de jeunes à la sortie de cette boîte de nuit. La confusion est totale. Difficile pour Patrick de savoir ce qui s'est réellement passé. Bah là, c'était toujours un peu tendu parce qu'en plus, voilà, tout le monde pense avoir raison. Des histoires un peu de territoire. On est chez nous, pas chez nous. Il m'a mal parlé, il m'a regardé. En tout cas, le sujet britannique était bien isolé tout seul, donc il s'est apparemment fait agresser avec peut-être un sac rempli de bouteilles. Quelques minutes plus tard, les pompiers prennent en charge la victime. L'agression est grave. La police municipale passe donc le relais aux gendarmes de permanence. Originaire de Savoie, Leslie est la dernière recrue de la brigade. Elle est gendarme aux Deux-Alpes depuis 2 ans. Elle commence par interroger le blessé. Hello, I'm a policeman. Can you tell me what happened? Nous étions ivres. Okay. You think it's because of the drink? Des gars qui étaient dans la boîte m'ont frappé au visage parce qu'ils étaient jaloux. Ce jeune Anglais aurait dragué la copine d'un Français et l'histoire aurait dégénéré en bagarre. Un enchaînement dont Leslie est régulièrement témoin. Il est 5 heures, c'est l'horaire qui correspond aux sorties de boîtes de nuit. Donc oui, c'est effectivement l'horaire où on est plus amené à être appelé puisque les gens sortent, sont alcoolisés et souvent ça finit, enfin souvent. Il arrive que voilà, les rencontres se terminent mal. La victime est évacuée vers l'hôpital afin de déterminer précisément la gravité des blessures. Pour les gendarmes, l'enquête ne fait que commencer. Ils doivent interroger tous les protagonistes de l'affaire. Mais étant donné la violence de la bagarre et l'état d'ivresse de l'agresseur présumé, ils le placent en garde à vue à la gendarmerie, située à 2 pas de la boîte de nuit. Mais qu'est-ce que tu veux te calmer, toi? Mais t'es marrante, espèce de taré, là. Mais t'en volonté, je suis là. Espèce de taré. Les gendarmes ont du mal à canaliser le jeune homme. Vas-y, faites les ouvres, faites les ouvres. À la tête de 25 hommes durant la saison, Alain, l'adjudant-chef, a un caractère bien trempé. Issu d'une famille de policiers, il a passé 23 ans dans la gendarmerie. C'est lui qui doit gérer l'audition de l'agresseur présumé. Il décide de placer le jeune homme en cellule de dégrisement. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes placé en garde à vue, d'accord? En garde à vue pourquoi? Pour des violences. Moi, je veux pas. Le jeune est fou de rage, mais Alain n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. C'est clair? Emmène-moi un verre d'eau. On va te donner un verre d'eau. Allez chercher un verre d'eau. L'interpellé sera entendu quand il aura dessoulé. Il est complètement ivre, c'est pour ça qu'il commence à monter un peu le ton, mais bon. Il est vite calmé. Après, il va faire un petit dodo et après, ça va. Généralement, ça se passe bien. Le jour se lève sur la station des Deux-Alpes. Allez, tu mets tes chaussures. Après 4 heures de sommeil, le jeune homme n'est toujours pas calmé. Déjà connu des services de police pour plusieurs petites affaires, il n'hésite pas à provoquer Alain. Ouais, je suis un délinquant, quoi. Sans déconner. Bah, un peu, hein. Un peu de quoi? J'aimerais bien vous voir en ville, ouais. Ça, c'est une menace? Non, je dis juste ça comme ça. Vous reviendrez me voir dans 20 kilos, quoi. Ouais. Un trait d'humour d'Alain pour faire comprendre au suspect qu'il ne se laisse pas impressionner. Et lors de l'audition, le gendarme va le mettre face à ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y en a un de leur bande qui m'a agressé, qui m'a mis 2-3 patates. On s'est retrouvés par terre. Je me suis relevé, j'en ai mis une. Quel bâtard. C'était quoi le motif de l'embrouille, là? Parce qu'on a du mal à... C'est quoi? C'est je sais pas, c'est mon collègue qui s'est embrouillé avec le groupe. Et du coup, ben, moi, je suis avec mon collègue, on est sortis dehors.
Et là, il y avait tout le groupe qui est sorti, et ça s'est bagarré, voilà ça. Je mets un coup, les autres, ils en mettent je sais pas. Ouais, non, mais... Non, mais là, c'est moi qui me fais mettre les menottes. La bagarre, d'accord, mais bon... 3 flics sur moi, c'est ça. Alors, votre État, donc, vous donne le droit d'insulter les forces de l'ordre. Vous avez tenu des propos du genre... Et j'espère qu'on ne se retrouvera pas en ville. Il s'agit encore de menaces et d'insultes. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Je n'ai rien pensé, quoi. C'est ça tout seul, mais voilà. C'est pas réfléchi. À plusieurs reprises, l'agresseur présumé tente de se disculper. Mais ses arguments n'ont pas convaincu Alain. C'est lui qui a commis les violences, c'est pas l'inverse, quoi. Parce que là, il a tendance plutôt à se faire passer plutôt pour la victime, quoi, en nous faisant croire que c'était lui qui se défendait, alors que bon, je pense qu'il y a beaucoup d'alcool là-dedans et qu'il a voulu en découdre avec les Anglais et que voilà, quoi, il a commis des violences contre une personne, quoi. C'est les violences classiques qu'on peut trouver sur la station des Deux Alpes, quoi. Plus tard, dans la matinée, la victime se présente à la gendarmerie pour porter plainte. Cet Anglais a eu de la chance. Il n'a que quelques contusions au visage et une dent fêlée. Encore groggy, il ne se souvient pas en détail de l'agression. Je suis sorti à l'extérieur de la boîte avec des Français. Je venais juste de les rencontrer. Une grosse bagarre a éclaté. Un gars a essayé de me frapper et j'ai couru. Je ne sais pas. J'allais dans cette direction et j'ai reçu un coup là. Je dirais dedans, mais j'en suis pas sûr. Il se souvient plus où il a pris le coup de poing. C'est l'alcool, hein, les effets de l'alcool. Les gens se souviennent pas forcément, puis peut-être avec le traumatisme aussi de se faire frapper, ou ils remettent pas forcément les choses dans l'ordre. Ouais. Le témoignage de l'Anglais n'a pas apporté beaucoup d'éléments, mais sa plainte vient étoffer le dossier. L'auteur des faits, lui, est poursuivi pour violence et outrage aux forces de l'ordre. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. L'arrêt de travail de la victime n'excédant pas 8 jours, il n'ira pas en prison. Mais il risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Il est 13 h. Les jeunes fêtards dorment encore pour se remettre de leurs émotions. Le village a retrouvé son calme. Les familles reprennent possession de la station. Au pied des pistes, les vacanciers se prélassent en terrasse. Les saisonniers ont repris leur travail dans les nombreux commerces. Et pour les médecins, la journée est déjà bien avancée. La station compte 3 cabinets médicaux qui sont de garde à tour de rôle avec les pisteurs. À la tête de l'un d'eux, le docteur Bernard. Les traumatismes, c'est son quotidien. Grâce à sa bonne humeur, il sait dédramatiser les situations délicates. Jean-François, 62 ans, est médecin depuis 30 ans. En saison, le cabinet médical ne désemplit pas. Et dès ce premier jour de ski, c'est l'hécatombe. Des gens, ils arrivent de Paris en bus, ils arrivent à 7 h du matin sur les Deux Alpes, 9 h sur les pistes, 10 h genoux, 11 h chez nous. Chaque jour, il soigne près d'une 50aine d'entorses du genou, comme cette jeune Anglaise. You were hit by somebody or you fell by yourself? Toute seule. You jumped or you slide? And you land or how did you manage? J'ai glissé, je pense. Yeah, bon, elle a glissé, et puis voilà. Okay, just relax completely. I'm not going to hurt you. Any pain here? Ah. Yeah, just relax, completely floppy. You sprain your anterior cruciate ligament. Donc elle a une entorse grave du ligament croisé, une entorse mineure du ligament latéral interne. C'est grave? C'est un genou qui va l'ennuyer dans une soixantaine de jours, 2 mois, quoi. Premier jour de ski. Skiing finished. She's just allowed to drink and to make love. That's all. Bonjour, bonjour. A-t-on fait des folies de son corps? Dans la salle d'à côté, Laurence aussi s'est blessée dès son premier jour de ski. Je crois que j'allais vous faire la bise. Non, retenez-vous, il y a du monde.
Cela fait 1 an qu'elle rêve de cette semaine aux Deux Alpes. Elle va avoir du mal à encaisser la mauvaise nouvelle. Le ligament croisé, il tient pas trop. Hein. Voilà, il flotte. Le ski il est terminé là. C'est dur, hein. Bon. Ce que je dis, c'est 1 an d'attente pour faire du ski et puis en une journée, quoi, tout en l'air. Juste pour une bêtise, quoi. Ouais. C'est fréquent, ça, comme blessure? Ah bah, c'est toute la journée. Ah ouais, voilà. C'est typique, hein. Là, c'est pas original. 80% des vacanciers sont pas, physiquement parlant, prêts pour aller skier, pour prendre des contraintes. On est toute la journée à faire ça. Ouais, ça. Au bout de 2 heures, ils tiennent plus. Hein. On était fait pour se rencontrer. Je vais pas faire tous les magasins des Deux Alpes. Hein. Le séjour de Laurence aux Deux Alpes est gâché, mais d'autres vacanciers ont encore moins de chance. Au même moment, un grave accident vient de se produire dans la vallée. Le peloton de gendarmerie de haute montagne entre en scène. Le PGHM de l'Isère compte une vingtaine d'hommes, des guides chevronnés, prêts à intervenir 24 heures sur 24 avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Ski, alpinisme, escalade, ces gendarmes forment l'élite des secouristes de montagne. On a un second secours là, qui est en attente, donc pour un enfant qui a fait une chute à haute vitesse. La plupart de ces gendarmes sont aussi guides de haute montagne, à l'image de Florent, spécialiste spéléo du groupe. Pour ce Nantais d'origine, l'équipe, c'est son assurance vie. Florent, 35 ans, est au PGHM depuis 10 ans. Dans notre métier, on ne travaille pas avec des collègues, la plupart du temps on travaille avec des amis. Parce que voilà, on a partagé des choses fortes. Et quand je dis des amis, c'est les amis gendarmes, c'est les amis pilotes d'hélicoptère, c'est les amis médecins, c'est une équipe qui vit des moments forts. Pour gérer cet accident grave qui vient de se produire sur les pistes, les gendarmes du PGHM commencent par recueillir le maximum d'informations. C'est sur le front de neige à Recoin. C'est un jeune garçon de 11 ans qui s'est fracturé un fémur apparemment en chutant sur piste. C'est grave. Ah, ça peut être grave, effectivement. Un fémur, c'est un os qui saigne beaucoup et qui demande à être pris en charge rapidement. Une fracture du fémur peut occasionner une hémorragie aux conséquences dramatiques. D'où la nécessité d'intervenir avec un moyen héliporté pour amener tout de suite la victime vers un centre hospitalier. La blessure est sérieuse. Le médecin du SAMU doit intervenir. Florent, lui, devra assurer la sécurité des lieux et assister le docteur. En quelques minutes seulement, l'équipe de secouristes arrive sur place. L'accident a eu lieu sur cette piste rouge, 300 mètres plus haut. Thomas, 11 ans, est tombé lors de son cours de ski. Sa maman est arrivée tout de suite. Le fémur de son fils est cassé. L'hémorragie n'est pas importante, mais la souffrance est intense. Calmer la douleur, c'est la première mission du médecin. Allez Thomas, on a presque fini de t'embêter. Après maintenant je vais te mettre un médicament dans cette tubulure, dans cette perfusion, c'est ça qui va te calmer la douleur. Hein? Allez, c'est fini grand, c'était courageux là. Super. Thomas est très courageux, mais la souffrance reste importante. Le médecin n'a plus le choix, il doit anesthésier sa jambe en plein milieu des pistes. On peut mettre les mains là par là. D'accord. Un peu trop plein. Tout en douceur. On va essayer de te faire le moins mal possible. Je nettoie Thomas. Hein. Thomas, il s'est fracturé le fémur très probablement. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est très douloureux par contre. Pour éviter que la douleur revienne, on est en train de lui faire ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale pour engourdir le cassé. Il faut adapter les doses. L'intervention est éprouvante pour Thomas et sa maman, mais Florent est là pour les rassurer. Ça va pas durer très longtemps, t'inquiète pas. Allez, Thomas. Pour l'instant, il n'a pas commencé, le médecin, il va faire ça tout doucement. T'inquiète. T'inquiète. J'y vais, je pique. Hein. Allez, c'est parti. Ça y est. C'est fini. Mais normal. Ça t'a fait mal? Ça fait mal? Oui. Là, on est en train d'essayer de faire en sorte que tu aies moins mal. Et après, on t'offre un baptême d'hélicoptère. Classe quand même. Ça, c'est chouette. Hein. Grâce à Florent,
Le petit Thomas retrouve peu à peu le sourire. La maman, elle, a du mal à rassembler ses esprits. Un peu stressé de savoir ce qui va se passer après, surtout. Savoir ce qu'il a exactement. Vous avez quelque chose d'un petit peu plus spécifique pour la jambe, non? J'étais pas avec lui parce qu'on était à l'école de ski avec le moniteur. Donc, apparemment, il y a eu une chute. Mais après, ça fait un peu bizarre quand même de retrouver son enfant là sur le rencard et puis de voir le transport comme il. On se retrouve à l'hélicoptère, Thomas? Ouais. La station est toute proche, mais Thomas doit être évacué en hélicoptère vers l'hôpital pour enfants de Grenoble, à quelques minutes de vol. Par la route, son évacuation aurait pris plus d'1 heure. Il se fera opérer du fémur. Il est hors de danger. Après 1 mois de rééducation, il devrait remarcher normalement. Pour Florent, l'intervention a été un succès. On a pu soulager notre petite victime. On a pu lui procurer un transport rapide et sans trop de douleur. Donc c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire à chaque fois, quoi. Dans un domaine aussi grand que les Deux-Alpes, les pistes peuvent être très dangereuses. En période de vacances scolaires, elles sont noires de monde. Les skieurs confirmés côtoient les débutants et parfois, ils se télescopent. Ce matin, les gendarmes du PGHM sont appelés sur une violente collision. Pour en montagne, on passe les bonjour. On aurait une intervention pour un accident de ski avec un treuillage nécessaire pour une suspicion de bassin. Une blessure du bassin peut s'avérer très grave. Fabrice se prépare aussitôt. Ce guide de haute montagne est au PGHM depuis plus de 15 ans. Même avec son expérience, il reste toujours aussi motivé. Des fois, un sourire d'une victime qu'on a sorti d'un mauvais pas, ouais, c'est notre plus grand remerciement. Ça fait chaud au cœur. 10 minutes seulement après l'alerte, l'hélicoptère arrive sur les lieux de l'accident. Fabrice et le médecin du SAMU se précipitent sur la victime. Bonjour. À terre, une femme de 57 ans qui a été percutée par un autre skieur. Au bas du dos, ouais. Là où j'ai ma main, là. D'accord. Plus bas, vous avez mal? Ah oui, d'accord. Elle ne peut plus bouger. Elle aurait une fracture du bassin. Premier geste médical, soulager sa douleur. Ça va, madame? Vous n'avez pas trop froid, toujours? Elle n'a pas perdu connaissance? Non. C'est une dame qui a chuté, qui a été percutée par l'arrière, dans le dos. Donc on lui a posé une voie avec une perf pour pouvoir la droguer. Pour son confort, quoi. Hein. Ce sera quand même ce qu'il y a de mieux. Ouais. Arrivée la première sur les lieux, la secouriste de la station explique les circonstances de l'accident. Ça s'est produit exactement ici? Oui, elle venait du hors-piste ici. D'accord. Et un monsieur arrivait de là. D'accord. Donc je l'ai percuté. Ok. Voilà. Norbert part interroger l'autre skieur impliqué dans la collision, encore sous le choc. Je cherche la personne qui était impliquée dans l'accident. Oui, c'est moi, oui. Je comprends pas que les gens viennent de partout comme ça, quoi, si vous voulez, à un endroit qui peut être un peu verglacé et qui est serré, quoi. Vous avez des blessures? Que ce soit ce côté-là ou ce côté ou l'autre. Vous avez des blessures? Non, ouais, non, apparemment, j'ai rien. Ça fait jamais plaisir de renverser quelqu'un et de voir que cette personne est blessée et que je sais pas comment ça va, quel degré de gravité elle rencontre. Donc effectivement, oui, je suis choqué par ce fait-là, absolument. Comme pour tout accident, les deux parties remplissent un constat et les gendarmes ouvrent une enquête judiciaire nécessaire aux assurances pour déterminer les responsabilités de chacun. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. La victime, quant à elle, est évacuée directement vers le CHU de Grenoble. Son état est jugé sérieux. Elle souffrirait de 4 fractures du bassin. Elle sera opérée en urgence dès son arrivée à l'hôpital. Chaque année, l'hélicoptère de la sécurité civile sauve près d'1 millier de personnes. La nuit tombe à nouveau sur les Deux-Alpes. Et comme chaque soir, la fête reprend ses droits. À 2 h du matin, les bars ferment. Les jeunes envahissent la rue principale et se rendent dans l'une des 3 boîtes de nuit du village. C'est l'heure où commencent les dérapages liés à la consommation d'alcool.
Comme à son habitude, le patron de la brigade, Alain, prend la température auprès des videurs. Y'a du monde? Ouais, ah, beaucoup ce soir. Ouais, tu gères? Ouais. Tranquille? Un peu nerveux ce soir. Hein? Ouais, un peu nerveux ce soir. Ah bon? Avec ses collègues, il patrouille toutes les nuits. De 23h à 5h du matin, il passe et repasse devant chaque lieu de fête, aux aguets. Le but du jeu, c'est de se montrer pour qu'ils voient que les forces de l'ordre sont présentes. On sait qu'on a, comme cette semaine, 2500 Anglais, donc on va quand même avoir une surveillance un peu plus particulière pour éviter qu'il y ait des débordements. Il n'y a pas des jours où vous en avez marre? Ah, c'est un peu toujours la même chose, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est pas tout le temps facile, mais bon, on fait avec, hein, c'est pas... Bon, c'est notre boulot aussi. Hein. Mais en quoi cela vous plaît de vivre à la montagne? Ah, on n'a pas toutes les problématiques de la ville, quoi. Ici, nous, c'est quand même une clientèle de passage, quoi. Donc on les a une semaine et après, ces gens-là, on les revoit plus, on les revoit l'année d'après. Ce soir-là, les jeunes touristes anglais et hollandais garderont leur calme. Mais dès la nuit suivante, les collègues d'Alain vont devoir gérer l'une des affaires les plus graves de la saison. « 4 heures du matin. Un peu en dehors du centre-ville, une bagarre très violente vient d'éclater à la sortie d'une discothèque. C'est Mathias, l'un des gendarmes de la brigade, qui est de garde cette nuit. On se rend en sortie de discothèque, apparemment il y a eu une bagarre et il y a une personne qui est blessée, donc on va aller voir ce qui se passe. L'altercation a eu lieu dans l'un des plus grands complexes immobiliers des Deux Alpes, dans le haut du village. Ici, les tours opérateurs étrangers réservent des centaines d'appartements. Et sous ces immeubles, plusieurs bars et boîtes de nuit ont été ouverts il y a 10 ans. C'est une mare de sang qui accueille les gendarmes dans l'un des couloirs de cette galerie marchande. Okay. Restez comme ça, vous attendez, oui. Ok? Don't move. Yeah. Keep on the floor. It's too dangerous to... No. Les agresseurs ont disparu. L'homme blessé, Niels, est hollandais et gérant d'un bar dans la station. Alain, policier municipal, était l'un des premiers arrivés sur les lieux. Hollandais. Ouais, suspicion de mâchoire cassée, parce que tout ça, il y a beaucoup de sang qui... Il a perdu beaucoup de sang. La bagarre a été d'une violence rare. Frappé à terre, Niels n'a pas eu le temps de réagir. Il souffre de multiples fractures au visage. Les gendarmes tentent tout de suite d'obtenir des informations sur les agresseurs auprès du videur de la discothèque. Il y a eu un regroupement de foule, tout le monde est barré. Je suis parti appeler directement les pompiers, mais j'ai voulu pisser. Peu de témoins directs de l'agression, mais un barman va apporter aux gendarmes une information qui pourrait s'avérer déterminante pour leur enquête. Moi, j'ai vu un groupe de 5 personnes qui étaient là dans le coin. Et ce sont des Hollandais qui sont venus après la fermeture de 2 heures. Et un petit avec un casquette et avec des tatous sur la bras, il est venu parler avec Niels. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu tendu. J'ai demandé à Niels, ouais, tout va bien. Et il m'a dit, ouais, ça va, t'inquiète. Mais le mec là, voilà, je l'ai vu 2 minutes, quoi. L'agresseur ferait donc partie du groupe de 1000 Hollandais arrivés cette semaine aux Deux Alpes. Les pompiers évacuent Niels. Il doit être au plus vite transféré aux urgences de l'hôpital de Grenoble. C'est grave? Apparemment, oui, la victime a la mâchoire fracturée et peut-être le nez. Donc c'est une personne que je connais, mais là, en arrivant sur le lieu, je ne l'ai pas reconnu tant son visage était enflé par les coups, quoi. Alertés par la présence des pompiers et des gendarmes, de nouveaux témoins se font connaître. Croisez les bras. Il a pris des coups de boule par plusieurs gars. Vous avez la description? Je les attrape comme ça, L'autre mec, il était là, il colle un gros coup de latte comme ça dans la... La description des agresseurs présumés reste approximative. Difficile pour les gendarmes de dresser un portrait robot. Finalement, on n'a pas vraiment d'auteur. Donc, savoir exactement l'origine de la bagarre, je pense que c'est tout simplement l'alcool au départ, je pense. Niels se part enfin vers Grenoble pour être soigné et opéré. Une agression d'une telle violence est rare aux Deux Alpes.
Les gendarmes vont tout faire pour retrouver les coupables. Une course contre la montre s'engage, car ce groupe de Hollandais part dans une semaine. Mais en station de ski, l'autre grand danger pour les touristes, c'est le froid. D'autant plus que quand ils ont trop bu, ils n'en ont pas conscience. Alors les policiers municipaux font beaucoup de prévention lors de leur patrouille. La nuit, Patrick ouvre l'œil et aide les vacanciers égarés à retrouver le chemin de leur hôtel, en toute sécurité. Comme ces trois jeunes, visiblement très joyeux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous ramenez votre ami? Ouais. Tranquille, vous savez où vous devez finir? Ouais, pas de soucis. Je peux vous aider peut-être si vous savez pas où aller? Non mais il n'y a plus d'hôtel là. Non, vous êtes complètement perdu là. Mais non. Non mais c'est surtout pas par là. Non, non, vous repartiez par là. Si Patrick est aussi directif, c'est qu'en altitude, les basses températures peuvent s'avérer fatales. Nous sommes en montagne, donc quelqu'un qui s'endormirait dans la neige peut vite tomber à l'état de l'hypothermie, donc sans s'en rendre compte. Alors on est vigilant pour que les gens ne rentrent pas tout seuls, dans un mauvais état. On est les anges gardiens de la nuit, on va dire. Un rôle de vigie bienveillante, d'autant plus important qu'un gigantesque précipice se trouve à 2 pas des boîtes de nuit. Appelé le trou de Vénosque, ce ravin de 700 mètres de dénivelé est le cauchemar des policiers. Ces dernières années, il y a eu plusieurs chutes mortelles. Pour éviter que quelqu'un fasse une mauvaise route due à son état fortement alcoolisé, qu'il ne soit pas tenté de s'approcher en voyant la lumière du village qui se trouve en dessous. Donc on a été obligé de matérialiser avec du grillage. Ceci évite certains drames, mais on ne peut pas clôturer toute la montagne. Patrick redouble alors de vigilance, car des touristes saouls et perdus, il en croise souvent. Comme ce jeune, qui semble mal en point. Regardez monsieur, regardez, il est beau lui. Cet Anglais est tombé sous le charme d'un poteau. Hello guy, I know you. Il a de la chance, Patrick décide de jouer la nounou et va l'aider à rentrer chez lui. Do you need some help? We got friends. Non, j'ai des amis qui sont... No, no, this is not your friend. This is a stick or wood, so... No, try to be careful because you are very too drunk. Yeah. We take you for a lift, but this is the last time. You follow me? That's fine. Okay. Yeah. Yeah. Tu le ramener? Yeah. On préfère le ramener parce que vu dans l'état où il est, c'est quelqu'un qu'on va avoir toute la nuit dehors si on le ramène pas chez lui. C'est pas la première fois. Ce jeune Anglais est totalement incapable de retrouver sa route. Vous êtes sur le mauvais chemin. Yes. Si, c'est le mauvais chemin. Heureusement, les policiers le connaissent et savent où il habite. OK? Merci. Yeah, you're welcome, but we are not a lift, hein, for the other time. It's the last time of the season. Mais ce n'est pas encore gagné. Il a les clés au moins? Ouais. Le jeune homme ne se souvient même plus du code. Mais les policiers sont encore là et finissent par lui ouvrir la porte. You go to your apartment in silence, okay? Hey, go to bed. See you, bye. 60% des interventions de la police municipale ont lieu de nuit. Quelques heures plus tard, la station se réveille. Dans le centre-ville dès 9 h du matin, les familles rechaussent les skis pour une nouvelle journée de glisse. Aux Deux Alpes, le domaine compte une centaine de pistes. Chaque jour, ce sont 9000 skieurs qui les dévalent. Paradoxalement, plus il fait beau, plus les gens se blessent. Se sentant en confiance, ils skient vite et prennent plus de risques. En cas de chute ou de collision, les premiers à intervenir sont les secouristes de la station. Natif des Deux Alpes, Romain est issu d'une famille de pisteurs. Son grand-père était le premier sur la station. Bonjour Romain. Salut Alex. Romain, 29 ans, est pisteur depuis 10 ans.
Je côtoie les pisteurs depuis que je suis tout petit, puis ça a toujours été nos héros. C'est vrai qu'on les voyait petits, ils allaient déclencher les avalanches ou ouvrir de nouvelles pistes, ouvrir de nouveaux secteurs, et c'est vrai que ça nous a toujours donné envie. Romain travaille souvent en équipe avec Myriam. Originaire de Marseille, cette fondue de ski est devenue accro à la montagne. Myriam, 39 ans, est pisteur depuis 15 ans. Là, on est tous des passionnés, quoi. On vient pas au travail en traînant les pieds, on y va avec le sourire. Et puis c'est vrai que là, des journées comme ça, avec grand beau temps, pas de vent, super vue, quoi, c'est génial. Comme chaque jour, Myriam et Romain ouvrent les premières pistes. Ils s'assurent que les conditions de sécurité des vacanciers sont bonnes. Et malgré les années, ils ne se lassent pas du panorama. C'est juste féerique, tous les matins, d'arriver les premiers au sommet. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi, notamment. Entre l'usine, un bureau et puis la liberté, voilà, je crois que voilà, on a tous fait notre choix, quoi. Ce matin, il fait grand beau. La neige est bonne, des conditions idéales pour que les skieurs prennent du plaisir et des risques. Romain et Myriam sont en alerte. Ils savent qu'une telle affluence entraîne plus de casse. De plus en plus de skieurs s'aventurent hors des sentiers battus. Bien qu'illégal, le hors-piste est en vogue, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Apparemment, il y aurait un blessé chez vous. C'est une personne qui aurait fait un tout droit dans les rochers. Ok, reçu. Un skieur a fait une sortie de piste, un accident souvent grave. Grâce à leur connaissance du domaine, en quelques virages seulement, Myriam et Romain arrivent pour le secourir. La tête du jeune homme aurait heurté des rochers. Hop là. Alors explique-moi ce qui t'est arrivé, David. T'en sais rien. On est où là? Aux Deux Alpes. Impeccable. Myriam pose des questions aux réponses évidentes à David pour mesurer la gravité de sa blessure. Dans la vie? Dans la saison? Dans la saison? Non, t'étais venu skier quand? Mais le jeune homme de 22 ans est sonné. Sa chute a été très violente. Il est tombé à pleine vitesse sur ses pierres. Heureusement pour lui, un autre skieur est arrivé très vite sur les lieux pour lui venir en aide. Il venait d'en haut assez vite et il est allé tout droit au lieu de tourner. Donc il s'est cartonné dans les pierres ici. Et moi, c'est là-bas que je m'en suis rendu compte. Vous étiez avec, hein? Non, moi j'ai rien à voir, je l'ai vu qu'il était inconscient. D'accord. D'accord. Tu sais combien de temps à peu près il est resté inconscient? 3-4 minutes, le temps de là-bas que je vienne jusqu'ici en fait. D'accord, il répondait pas. Ça marche. Chute sur le dos, perte de connaissance, des signes alarmants qui poussent Myriam et Romain à approfondir leur examen. Ok, t'as mal quelque part? Au bas de la colonne. Au bas de la colonne, ok. On va regarder, d'accord? Tu me dis si ça te fait mal, ok? Je te fais quoi là? Voilà, tu appuies. Aïe, aïe, aïe. Romain est inquiet. La colonne vertébrale est peut-être touchée. Il décide d'appeler des renforts. Éric Gérard pour Romain Charel. Eh ben descends avec le coquille et l'eau 2 pour le moment, et puis il va me falloir un 4e pisteur. Là vous faites quoi, Romain? On est en train de lui poser un petit collier cervical. Parce que comme il a pas mal à la nuque, mais il a mal dans le bas du dos. On protège la colonne. Il vaut mieux protéger. Attention pour lever, lever. Pour protéger la colonne du jeune homme pendant le transport, les pisteurs le mettent ensuite dans une coquille gonflable, une manœuvre très délicate. Encore. Hop, balle. Posez. Ben nous, on est des pros de l'immobilisation. On est là pour évacuer les gens au mieux et le plus rapidement possible sur un cabinet médical ou quand c'est plus grave avec le médecin sur place. Les pisteurs rejoignent la dépose hélico la plus proche, 200 mètres plus bas. Mais ils descendent avec prudence. Les vibrations sur la piste pourraient aggraver les blessures de David. On a besoin de vous à la DZ 20 pour une évacuation de blessés. Comme tous les vacanciers pris en charge par les pisteurs aux Deux Alpes, le blessé sera évacué par l'hélicoptère privé de la station. Ce service est gratuit pour ceux qui ont acheté une assurance avec leur forfait. Les autres devront débourser 600 €. 2 minutes plus tard,
David arrive chez le docteur Bernard. Il va établir si le skieur a une vertèbre fracturée. Il l'emmène tout de suite passer une radio. Au niveau du dos, vous avez strictement rien. Par contre, vous avez un impact comme un bleu, mais avec une grosse éraillure. Hein, ça veut dire que la peau, vous l'avez abîmée, quoi, c'est tout. Ouais, mais ça se refait, ça. Ah, il n'y a pas de fracture. Plus de peur que de mal. Ouais, je sentais bien que j'avais rien au dos. Ouais. Je sentais bien, c'est qu'après qu'on le dit. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Mais en même temps, j'arrivais à bouger quasiment tous mes organes, tous mes membres, et puis je sais pas, je sentais pas la même douleur que quand puisque je me suis cassé déjà plusieurs os, et je sentais pas du tout la même douleur que quand je me cassais les os. Si vous bougez de partout, c'est déjà pas mal, parce que de dire je bouge mes pieds, le jour où on les bouge pas, c'est que c'est vraiment pas bon. Hein. Ouais, c'est sûr que la prochaine fois, je vais être beaucoup plus vigilant, mais ça va pas me faire arrêter le ski pour autant. Hein. Les vertèbres sont intactes, mais dans sa chute, David s'est quand même cassé le petit doigt. Le médecin fait une anesthésie locale avant de réduire la fracture. Je vais le remettre dans l'axe. Oh, ah ouais, d'accord. Ah là, par contre, j'ai senti. Terminé. Arrivé entre-temps, le père de David ne semble pas inquiet. Avec son fils, il est habitué à la casse. Il nous a fait un sternum déjà au mois d'août, en ski aussi, acrobatique. Ouais, d'accord. Vous avez l'habitude, c'est pour ça que On vous est êtes habitué. serein comme ça? On connaît tous les cabinets médicaux, toutes les stations. Pourquoi? Parce qu'ils se pètent sans arrêt. Avec la décontraction qui le caractérise, le docteur Bernard tente de rassurer son patient. C'est pas de l'imprudence d'aller faire du ski, ou alors on met l'imprudence au niveau du ski, quoi. On fait plus rien. C'est les risques. Hein? C'est les risques. Bah, c'est les risques. Hein. Il n'est pas en sage de poupée Barbie. Hein. Ça serait. Avec seulement un doigt cassé, David sait qu'il a eu de la chance. Dans quelques jours, il devrait pouvoir rechausser les skis. Pour les médecins de la station, la journée s'annonce bien chargée. D'autant que le temps se gâte. Avec la neige, la visibilité est quasi nulle et le risque d'accident au maximum. Paul et Joseph viennent d'être appelés sur un secours au snowpark. Une surfeuse a chuté lourdement. What's your name? Bianca. Bianca? Cette jeune Hongroise de 23 ans est tombée ici en tentant une figure acrobatique. Elle ne peut plus bouger, son dos est touché et la blessure est sérieuse. Paul, pisteur sur la station depuis 10 ans, commence par vérifier la mobilité de ses membres. You move your legs for me, Bianca. And the other one? Ok, et le bassin, t'as bien... J'ai pas testé. T'as bien testé? Bianca, does it hurt if I do this? Oui. This hurts? Where, Bianca? Bianca, it's important, huh? Sur la gauche. On the left? Not on the side, Bianca? No, I don't know everywhere. I know, Bianca, it's important. Ok. Oui, c'est le lombaire. Ouais. Elle est tombée Elle est tombée juste à côté, sur le dos, sur le bas du dos, sur les lombaires. Donc voilà, après elle a mobilité, sensibilité dans les 4 membres. Donc on met sur le plongeur, on va l'emmener au chaud. Un premier diagnostic est posé. Les secouristes doivent à présent trouver une solution pour transporter la victime dans les meilleures conditions. Est-ce que ça va nous gêner, on enlève ça ou pas? Allez. L'urgence à présent est de descendre la surfeuse au plus vite. Il fait moins 5 degrés. La jeune femme est glacée. Près d'1 heure après sa chute, Bianca arrive chez le docteur Bernard. Listen, when you cough, does it hurt? Cough. Cough. Pain? Oui. Okay. Bah, apparemment, ça se présente comme un dos. Après, on va voir ce qu'il y a dessus. Première urgence pour Cécile, l'infirmière principale, réchauffer la jeune femme. Entre le moment où elle tombe, le moment où elle est récupérée par un pisteur et immobilisée, même si aujourd'hui il ne fait pas très froid, ils ont très froid, de toute façon. Puis il y a la peur qui joue aussi. Car Bianca pense s'être cassé des vertèbres. Pour s'en assurer, le docteur Bernard vérifie chacune d'elles sur les radios de la jeune femme. 2, 1.
Listen, on the X-rays, I don't see any fracture, okay? Can you understand me? Oui, oui, oui. No fracture. Okay. Okay? Maybe you sprain the muscles. Et en fait, elle était en snow. Souvent au snow, on se reçoit sur les fesses et par onde de choc, on peut avoir mal au dos. Et souvent, même, on a des fractures au niveau de la charnière dorso-lombaire. Ah ouais. Bon, là, elle n'a rien. Bianca ne réalise pas vraiment que tout va bien. Le médecin trouve une explication à son état comateux. Bon, plus de peur que de mal pour... What have you done last night? You been out? Oui. Ah, yes, I can smell it from here. Elle pue l'alcool encore. Quand même, il faut être en bonne condition pour aller skier, quoi. À l'extérieur de la salle, un ami de Bianca attend avec impatience de ses nouvelles. Elle va bien? She's okay. She's sprained her back. Nothing broken. À quelle heure vous êtes couché hier soir? À 5 h du matin. Et à quelle heure étiez-vous sur les pistes? À 10 h. Ah, ok. C'est assez, juste qu'il faut de sommeil. Plus de peur que de mal pour Bianca, qui ne remontera pas de sitôt sur son surf. Vous avez eu peur? Non, mais ça fait mal. Là, en fait, vous voulez juste aller vous reposer, non? Non, non, je vais boire un verre. Peut-être même 5. En revanche, malgré sa blessure, Bianca est bien décidée à profiter de sa dernière soirée aux Deux Alpes. Ce soir, elle fera tout de même la fête, enfin, comme elle peut. Au même moment, à la gendarmerie, Leslie poursuit activement son enquête sur la bagarre sanglante entre Hollandais et se prépare pour une audition très importante. La veille, vers 4 h du matin, à la sortie d'une discothèque, un jeune Hollandais, Niels, a été roué de coups. Une rixe d'une extrême brutalité, la plus violente qu'aient connue les Deux Alpes cette saison. Il a la mâchoire fracturée et les pommettes cassées. Aujourd'hui, Leslie se rend au chevet de la victime pour l'interroger. Ben là, on va l'entendre parce que ça n'a pas été possible de le faire de suite au vu de son état physique. Il a eu un souci au niveau de la mâchoire. Donc là, on descend à Grenoble pour avoir au plus vite les éléments qu'il peut nous apporter sur les personnes qui l'ont agressé et qu'on puisse au plus vite avancer dans l'enquête. Les agresseurs feraient partie d'un groupe de 1000 touristes hollandais qui doivent quitter la station dans 3 jours. Direction le CHU de Grenoble, où Niels est hospitalisé. Leslie et Fabrice espèrent qu'il pourra leur dresser un portrait précis de l'agresseur. 24 heures après la bagarre, Niels se remet doucement, en attendant de se faire opérer de ses multiples fractures du visage. Il a décidé de porter plainte contre X. Ce n'est pas comme si j'avais reçu un pain parce que j'ai une grande gueule. Je ne me serais pas plaint. Mais là, ce qui m'est arrivé, c'est pas normal. J'ai les pommettes cassées, ma mâchoire est cassée, elle n'est plus dans l'axe. Ce sont des criminels qui ont fait ça. Ok, yes, sure, for sure. Les coups ont été tellement violents que Niels a perdu connaissance. Résultat, peu de détails de son agression lui reviennent en mémoire. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai pris un coup derrière la tête. Puis je suis tombé. Je me suis retrouvé à 4 pattes, sur les mains et les genoux. Je saignais énormément. Ensuite, j'ai reçu 3 ou 4 coups de pied dans la figure. Des coups de pompe dans la gueule. Et je suis tombé dans les pommes. Je me souviens de rien. Est-ce que vous les avez entendus parler lors de votre agression? Je pense qu'ils parlaient hollandais. Oui, oui, je pense. Non, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'ils avaient des vestes bleu foncé. Ils étaient 3 et ça s'est passé si vite. Impossible pour Niels de donner plus d'informations à Leslie. Un peu déçu parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments, on ne sait pas combien ils étaient, on a juste l'histoire des manteaux bleu foncé, enfin sur une station de ski, des manteaux bleu foncé, c'est... Ouais. Donc là ça va être compliqué, ouais. Peu d'indices et peu de temps pour retrouver l'agresseur de Niels parmi le groupe de Hollandais. Ils partent dans 3 jours.
Le lendemain, Leslie et ses collègues chaussent les skis en direction du bar d'altitude de la station très fréquenté par les touristes hollandais. Elle a l'intention de contrôler tous les clients correspondant au profil de l'agresseur présumé. Un homme brun, athlétique, avec les bras tatoués. Comme tous les après-midi, ils sont plus de 500 à danser, chaussures de ski aux pieds. Pas facile de repérer le suspect au milieu de cette foule compacte. On va gérer, on va trier et puis on filtre. T'es prêt? Mission quasi impossible, même si Leslie finit par trouver plusieurs hommes qui pourraient correspondre au signalement. Vous êtes français? Non? Comment? Show me your arms. Une seule solution, chercher les hommes bruns aux bras tatoués. So you have the same description than a person we are looking for, ok? Lève, lève. Les contrôles s'enchaînent, mais aucun d'entre eux n'a de tatouage. Don't worry, that's okay. Les gendarmes poursuivent les recherches, sans succès. Mais un rebondissement va relancer l'enquête. À la brigade, un nouveau témoin aurait des révélations à faire. Cette agression exceptionnellement brutale a fait du bruit dans la station. Les langues se délient. Une serveuse de bar présente le soir du drame semble enfin avoir recouvré la mémoire. Donc elle s'est souvenue de quoi exactement? Eh ben, j'attendais à l'intérieur et je regardais ce qui se passait dehors. Et puis j'ai vu Niels allongé comme ça sur le sol. Il avait l'air dans les vapes. Il avait les yeux fermés. Et il y avait des gars autour de lui. Est-ce qu'elle peut les identifier? Je peux même vous donner les noms. Ils sont toujours là ou ils sont partis? Ils partent demain. Elle me note les noms. Parce que nous, là, il faut qu'on y aille tout de suite. Si on sait qui c'est, on va les chercher tout de suite. Elle confirme, c'est celui qui a agressé Niels. Leslie a enfin un nom et un visage à mettre sur l'agresseur présumé de Niels. Il s'appelle Reynort. Et là, elle nous apporte des éléments qui sont super importants puisqu'elle nous donne une identité sur l'auteur potentiel des faits et de toutes les auditions qu'on a là aujourd'hui et tous les éléments qui nous arrivent un peu en même temps. C'est toujours cette même personne qui ressort. C'est bon, on l'a trouvé, merci. Bon ouais, il faut aller chercher tout de suite avant qu'ils partent au ski. Il faut aller à Negemer et savoir exactement le numéro de l'appartement. C'est Fontenoy là-bas. Ils viennent avec le tour opérateur. Leslie envoie immédiatement une équipe pour interpeller le suspect. Il faut faire vite, car ce groupe de vacanciers hollandais part demain matin. Bonjour. Bonjour. Hello. Mister, please. Ah, il n'est plus là. Il est rentré chez lui, aux Pays-Bas. Il est parti hier. Putain, il est parti hier. Coup dur pour les gendarmes. Ils tiennent à vérifier que Reynort a effectivement quitté les lieux. Very quickly, ok? Il est bien seul. Oui, il est bien seul. Il y a de quoi loger 4 personnes, oui, mais là, de ce qui leur sort, de ce qu'on a vu, il y a effectivement seulement ces affaires. Le principal suspect ayant pris la fuite, son colocataire est emmené à la gendarmerie pour déterminer son rôle le soir de la bagarre. Il ne connaissait Reynort que depuis une semaine. Ils étaient dans le même voyage organisé. Bon, je veux qu'il me dise ce qui s'est passé, ce qu'il sait. Et qu'il me raconte surtout pas d'histoire. C'est pas parce qu'il est hollandais qu'il est à l'abri des poursuites. J'ai vu quelque chose. J'étais assis à l'extérieur du bar. Et j'ai vu un groupe sortir du bar. Il y avait Reynort dehors aussi. Il était très agressif envers quelqu'un qui était déjà à terre. Il a un tempérament assez impulsif, Reynort, du peu qu'il l'a connu. Non, il n'est pas très agressif. Il était alcoolisé à ce moment-là? Oh oui, tout le monde avait bien bu. Mais à mon avis, Reynort n'a pas commis l'agression.
Il réfléchit encore là. Et puis quand il a bien réfléchi, il me dit la suite. Pour l'instant, le Hollandais cherche à protéger son compatriote. Leslie est persuadée qu'il ne dit pas la vérité. Mon sentiment, c'est qu'il n'en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire. Mais on va essayer de lui faire comprendre que c'est tout à son intérêt de nous expliquer ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. Alors? Toujours sur la même version? Afin de le faire parler, Leslie rappelle au jeune Hollandais la gravité de l'agression. Photo à l'appui. Regardez ça, ça c'est Niels. Regardez l'image. Oui, vous... Croyez-moi, c'est très difficile à dire pour moi. Yes, I can understand, but you have just to think just a minute at Niels, who is in the hospital. Je sais. And it's very hard for him, so you have to talk to me. I know it's hard, but you have to do it. La seule chose que j'ai vue, c'est le coup de pied de Reynolds. C'est la seule chose que j'ai vue. Au revoir. Et puis, rends-moi mon verre. L'homme vient enfin d'avouer que Reynolds a bien frappé Niels. Une victoire au goût amer pour Leslie. C'est toujours bien, quand on part de si peu, d'arriver à avoir autant d'informations et aller aussi loin dans les dossiers. Après, c'est frustrant parce que l'auteur, on aurait aimé aller jusqu'au bout vraiment du dossier et être en mesure de l'intercepter avant qu'il reparte en Hollande. L'agresseur présumé risque jusqu'à 5 ans de prison et une amende pouvant atteindre 75 000 €. Niels, lui, a encore de longs mois de convalescence devant lui. Il est 17 h. Le soleil se couche sur les deux Alpes. Le domaine ferme et les températures vont brusquement chuter. Normalement, tous les touristes sont redescendus au village. Pourtant, la journée est loin d'être terminée pour les gendarmes de haute montagne. 2 heures après la fermeture des pistes, ils reçoivent une alerte. 2 skieurs anglais seraient perdus quelque part dans la montagne. Au téléphone, un de leurs proches explique la situation à Fabrice. Donc je vous écoute pour m'expliquer ce qui se passe. Fort de ses 15 ans d'expérience, ce bourguignon guide de haute montagne organise les secours. Ils sont partis à 16h20 de la piste l'Alpette. D'accord, ils sont perdus, ils sont descendus dans la forêt, ils sont remontés en fait. Et là ils sont fatigués en fait, non? Ou ils sont perdus? Ils se sont perdus dans la forêt. Ouais. La forêt, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que là ou là. Et donc, comme ils ont dû arriver quelque part où ça leur plaisait pas, ils sont en train de remonter là. Ils ont une lampe, quelque chose? Non. Il doit avoir un téléphone portable. Alors ils ont portable, donc on peut les avoir. Lui, je vais les appeler, et puis après il faut envoyer l'hélico pour aller les pêcher quoi. Bon, maintenant il fait froid, le froid tombe avec la nuit, et ils sont certainement fatigués. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas mangé et tout, donc ils ont appelé leurs amis. C'est le bon réflexe. Problème pour les hommes du PGHM, le portable des skieurs perdus n'a plus beaucoup de batterie. Chaque minute compte. Faut penser à quoi la nuit? La nuit, le danger, c'est les câbles qui sont à proximité, hein, donc c'est surtout pour l'hélico. Et pour nous, on voit moins le terrain dans lequel on va. Hein. C'est plus stressant? Toujours pas stressant, mais il faut prendre des précautions, il faut bien anticiper. Les secouristes s'équipent de lunettes à vision nocturne, un outil indispensable pour repérer la moindre lumière dans le noir. This is the mountain rescue. Fabrice tente de localiser les Anglais en détresse. Okay, hello. Plus les minutes passent, et plus les chances de les retrouver sont minces. The helicopter is coming in 5 minutes, okay? When it's arriving, you can use the light of your mobile, okay? And it will be possible that the helicopter see you. Okay, you don't move, we are arriving, okay? Norbert et Nicolas disposent de peu d'informations. L'opération de sauvetage s'annonce compliquée. Dehors, il fait moins 15 degrés. Si le PGHM ne les trouve pas, les 2 Anglais perdus risquent la mort par hypothermie. Ok, don't worry, ok. Resté au poste de secours, Fabrice est toujours en ligne avec les skieurs égarés.
il fait le lien avec le pilote de l'hélicoptère. The helicopter was too high, correct? Non, il était trop bas. Ah, it's too low, c'est trop bas. Pour le moment, même avec toute leur technologie, les gendarmes ont du mal à repérer les deux Anglais. Une petite lumière ou un portable qui fait torche, Qui s'éclaire vers l'hélico. Ils ont plus trop de batterie. Je leur dis de pas bouger, je leur dis pas bouger. Problème, avec le froid, la batterie du portable se décharge rapidement. Il peut s'éteindre à tout moment. Quand soudain, les pilotes survolent la bonne zone. Ça y est, je peux voir la lumière rouge et verte. Oui, ils viennent vers nous. On a vision. Ok, it's okay. The helicopter, I see you, ok? Donc bon, c'est gagné maintenant. Hein. Maintenant, il reste à faire la manip de récupération. Mais bon, le plus compliqué, c'est de les repérer. D'autant qu'elle commençait à me dire que sa batterie était faible. Donc évidemment, ça peut compliquer les choses. Sur le terrain, Norbert et Nicolas prennent en charge les victimes. Les deux skieurs sont sains et saufs. Ils sont rapidement évacués par hélitreuillage, l'un après l'autre, faute de place dans l'appareil. 10 minutes plus tard, le premier rescapé arrive enfin. Hello, Jovan. Nice to meet you. Jovan, 70 ans, a eu très peur, mais il est soulagé. It was safe. Nous savions que nous devions rejoindre la phare. C'était notre objectif. Mais il y avait un embranchement. Si nous étions allés vers le haut, nous aurions rejoint la phare. Mais nous avons pris l'autre chemin et nous nous sommes retrouvés dans la forêt. Jane, la deuxième skieuse, atterrit à son tour. Malgré les moyens mis en œuvre, les deux Anglais n'auront rien à payer. Le PGHM est un service public, toutes leurs interventions sont gratuites. Je suis sous le choc. Oui, je suis fatiguée, j'ai froid. Et plus jamais je ne suivrai mon ami. Pour Bruno, le pilote de l'hélicoptère, les deux skieurs ont échappé au pire. Je pense qu'elle aurait passé la nuit dehors si on n'était pas arrivé, donc je comprends qu'elle soit contente de nous voir arriver. Que d'émotion! On y retourne? Non. C'était fantastique. On m'a fait voler dans les airs, j'y croyais pas. Bye. Bye. Merci beaucoup. Have a good night. La saison dernière, le PGHM a secouru 160 personnes sur le domaine. Au même moment, sur la station, les gendarmes comme les policiers municipaux se préparent à une nuit agitée. Nous sommes vendredi soir, veille de départ des vacanciers. Le vendredi soir, c'est le dernier soir en station, donc le lendemain, on sait que éventuellement on ne prend pas le volant parce qu'on est en bus, on repart en bus, qu'on pourra dormir dans le bus, et on marque la fin du séjour par une dernière petite soirée. Cette nuit, un grand classique des fins de semaine va mobiliser les gendarmes. Un cambriolage. Il est 20h. Une jeune femme paniquée en pleurs vient d'arriver à la brigade. J'ai plus de vêtements, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de télé, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Cette jeune saisonnière vient signaler le cambriolage de son studio. Je me suis fait vider l'appartement, j'ai tout perdu. Il y a combien de temps? Il y a 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a plus rien. Spécialiste des vols avec effraction, Antoine prend en charge l'affaire. Vous appelez votre copain, hein? Non, je lui dis qu'il touche rien. Tu rentres même pas dans l'appart? Bah on est rentré, oui. Il sort, il touche à rien? Touche à rien, s'il te plaît chérie, et sort. Je sais qu'il n'y a plus rien, ils viennent faire une constatation, je sais qu'il n'y a plus rien. Antoine et son collègue se rendent immédiatement sur les lieux avec la jeune femme. Elle rentrait du travail quand elle a découvert le vol. C'est pas possible, j'y crois pas. J'ai même cru que c'était mon copain qui me faisait une blague. Non mais franchement... C'est à droite là? Ouais. L'appartement du couple de saisonniers est situé au rez-de-chaussée. Sur place, son petit ami attend avec impatience l'arrivée des gendarmes pour constater l'étendue des dégâts. Putain, c'est pas possible.
moi, en fait, j'ai rien touché. Là, je suis rentré, je suis poussé la porte, elle est partie en courant. Et moi, après, j'ai appelé, on m'a dit de rien toucher. Ça s'est passé en même pas 30 minutes. Hein. Quand t'es arrivé, la porte était ouverte ou pas? T'as ouvert avec les clés? J'ai ouvert avec les clés. La serrure n'a donc pas été fracturée. Mais l'appartement possède 2 grandes fenêtres, autant de points d'entrée directement accessibles de la rue. Ouais, viens voir, Antoine. Ça a l'air d'être quand même... d'avoir été forcé ici. Le cambrioleur a peut-être laissé des traces d'ADN sur son passage. Quelques minutes suffisent aux gendarmes pour réaliser le prélèvement. Mais il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir les résultats. À l'intérieur du studio, c'est le chaos total. Tous les placards ont été vidés. Les cambrioleurs ont réussi à mettre la main sur les quelques objets de valeur du jeune couple. Il y a quoi qui a bougé là? Ça, c'était déplacé, ça. L'ordinateur, il n'y a plus. Le chéquier, il n'y a plus. Mais ils sont allés vite, hein. Ils ont déplacé la télé, mais ils l'ont même pas prise. Donc, Je pense qu'ils sont rentrés, ils ont pris des petits trucs légers et ils sont vite partis. Ouais. Un cas éclair, mais très lucratif pour les cambrioleurs. Une boîte avec du liquide dedans. Vous aviez combien là-dedans là? 3 000 €. Ces 3 000 € représentent des semaines de travail pour les 2 saisonniers. Le couple les avait dissimulés dans cette boîte en fer. Un matériau a priori idéal pour prélever des empreintes. Il n'y a pas d'empreinte qui ressort. Sur les cadres qui ont été déplacés, c'est pareil, il n'y a rien du tout. L'enquête est mal embarquée. Mais les gendarmes ne négligent aucun détail. Ils passent le studio au peigne fin. Dehors, 2 enquêteurs optent pour une méthode plus traditionnelle, l'enquête de voisinage. Et c'est tout été grand que vous faites ici chez nous Ah oui, on bien. Ouais, non, j'aurais pu éventuellement voir croiser quelqu'un. Voilà, vous n'étiez pas habitué à voir ici ou non. Même ce couple de touristes anglais qui dînait juste en face n'a rien vu. Et vous n'avez rien entendu? Non, rien du tout. Pas un bruit, pas un claquement de porte, rien. C'est effrayant de savoir que ça s'est passé si près et qu'on ne s'en est pas rendu compte. En pleine saison, la population de la station est multipliée par 15. Un afflux de vacanciers qui s'accompagne toujours d'une augmentation des vols. C'est de la petite délinquance, quoi. Mais effectivement, s'ils sont rentrés rapidement et qu'ils sont tombés sur une boîte avec 3 000 € dedans, ça suffit, quoi. Ils trouvent 3 000 €, ils repartent et puis terminé, quoi. Finalement, les prélèvements ADN ne donneront aucun résultat. À ce jour, le couple est en négociation avec son assurance, mais les 3 000 € en liquide ne leur seront pas remboursés. En moyenne aux 2 Alpes, un cambriolage sur 4 est élucidé. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. En cette veille de départ, les policiers municipaux sont eux aussi sur la brèche. Christophe est de sortie toutes les nuits. Le vendredi soir, il redouble de vigilance, car les groupes d'étudiants veulent profiter à fond de leur dernière soirée. Et très vite, une première alerte. Faut les calmer, là. Un homme aurait eu un différend avec une jeune fille à la sortie d'une discothèque. Aidez-moi, ce monsieur-là a frappé une fille. Moi, je peux pas supporter ça. C'est laquelle qui a été frappée? Selon elle, il l'aurait frappé. Mais Christophe et son collègue veulent en savoir plus. Le mec. Monsieur, venez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'on se fait agresser, on sort de discothèque, on est en couple. Oui. On s'est emmerdés. D'accord. Mais nous rentrons. Emmerdés, qu'est-ce que vous entendez? Regardez. Début de la soirée, monsieur. Arrête un peu ton char, toi. Tu veux discuter avec madame? Mais attendez, on est en couple tous les 2, on n'est pas là pour emmerder, on est des vacanciers. On est des vacanciers. On va passer par des gamines comme ça. On va discuter. Chacun des camps accuse l'autre d'être responsable de l'altercation. Là, j'ai 5 témoins qui peuvent prouver. Le mec, il est là en train de nous agresser, il nous traite de toxico, il nous traite de tout ça. Et à un moment, ça va, quoi. On est venu passer une belle soirée avec ma femme. On est tous les 2 en couple, et puis on s'est fait agresser en sortie de discothèque.
Et tout à l'heure, ça a déjà été la même chose avec la même demoiselle. Il suffit de m'avoir foutu un pain dans la gueule. J'ai jamais tapé. T'as pas commencé. T'as pas commencé. Oh non. T'as pas commencé. Tu m'as jamais tapé. Non. T'es pas arrivé tout seul. Ah, t'es trop mignon. Ben s'il faut, j'ai pas peur de le dire. Et si tu continues, je vais t'en mettre une. Et monsieur, s'il vous plaît. Non mais moi, faut pas qu'elle agresse ma femme, hein, monsieur. Allez, on se calme. Mais c'est quoi ces vacances de merde là qui se passent permis? S'il vous plaît. Oui, avec mon collègue. D'accord? Eh, monsieur, maintenant vous modérez un peu les propos. Non, mais faut arrêter. C'est bon. C'est bon. Eh, soyez plus intelligent. Vous êtes trop balai quand même. Intelligent, écoutez, monsieur, on en a marre. Rentrez tranquillement. J'espère qu'on arrivera à rentrer. Oui. Merci. Impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé. Christophe a relevé les identités de chacun, mais personne ne veut porter plainte. Et pour éviter qu'ils se croisent à nouveau, les policiers préfèrent ramener la jeune femme. Allez, on vous raccompagne, vous serez tranquille. Allez. Ah, c'est lié à l'alcool, hein, c'est-à-dire des comportements irrationnels comme on peut avoir depuis tout à l'heure. Ou des seins. Fatigant, non? Fatigant, bah, c'est le lot de chaque soirée. Et plus l'heure avance, plus les effets de l'alcool se font sentir. À 2 rues de là, Patrick, le chef d'équipe de la police municipale, aperçoit une bagarre qui vient d'éclater à la sortie d'un bar. Oh messieurs, on se calme. On se calme. Il tape les femmes, il tape les femmes. Non, vous calmez. J'avais tapé une femme, ok. La rixe a éclaté entre cet homme et une bande de jeunes, tous passablement éméchés. Bougez. L'homme blessé au visage aurait importuné une jeune fille du groupe. Mademoiselle, vous êtes pas là pour chose. Non. Allez. Ben justement. L'un des garçons aurait pris sa défense. Après avoir restauré le calme, les agents interrogent le groupe de jeunes. J'écoute mon gars, je suis là, tu vois, je bouge pas, moi je cherche pas en gros, je veux juste que tu la laisses tranquille, quoi, tu vois. Voilà, fin de carrière. Il a voulu me taper, c'est parti, quoi. C'est quoi, c'est parti d'un coup? J'ai rien compris. C'est bon, fais voir. Non, c'est bon, c'est rien. Non, mais c'est rien, c'est pas grave. J'ai rien compris. Ouais, mais, faut pas se mettre dans ces états-là. Aucun blessé grave, personne ne veut porter plainte. Les policiers s'assurent tout de même que le groupe de jeunes et l'homme amoché repartent bien chacun de leur côté. Je pense que bon, notre arrivée aussi a fait du bien, ça a permis de calmer les esprits parce qu'il était quand même tout seul et mal engagé par rapport au nombre de personnes qu'il y avait. Donc, Le calme est revenu, mais avant de partir, Patrick fait une trouvaille intéressante. Pour la gendarmerie. Une barrette de hashish. Dans la bagarre. Un peu de shit. Une découverte qui n'étonne pas Leslie. C'est tombé de la poche de qui? C'est du cannabis, de la résine de cannabis. Je pense que tout ce qui est associé à la fête, en fait, il est possible de trouver sur la station, quoi. Après, le plus fréquent, nous, c'est les consommateurs de cannabis, ouais. Depuis quelques années, Patrick constate que les jeunes ne se contentent plus de drogues dites douces. Les drogues dures circulent, elles aussi. La vie en station de ski, c'est le reflet de la société, hein, c'est un microcosme. Ça suit la tendance nationale, c'est-à-dire qu'il y a une diversité des drogues qui sont prises. Donc on ne s'arrête plus aux petits pétards. Il y a des drogues discrètes, sous forme de cachet, toutes les drogues de synthèse, comme les extasies, qui se prennent facilement puisque ça tient dans un coin de poche. Ce soir-là, 3 irréductibles fêtards tardent à rentrer. Patrick leur signale sa présence grâce à une lampe torche. Dans le faisceau lumineux, il croit identifier une transaction suspecte. Il y a un petit rassemblement, on va aller vérifier de toute façon s'il y a quelque chose. 2 jeunes ont eu le temps de se volatiliser. Le 3e s'est caché derrière cette camionnette. What's the matter? What are you doing here? Yeah, stay here, please. Patrick est persuadé que ce jeune Anglais a dissimulé de la drogue quelque part. Il a jeté un petit truc tout à l'heure par terre. Je l'ai vu tomber. Faut même aller vérifier. Si de la drogue a été jetée ici, elle a sûrement glissé dans la pente enneigée. Non. Mais Patrick n'abandonne pas son intuition et poursuit ses recherches. Quelques instants plus tard, son acharnement est récompensé. Bingo.
Posé sur la roue, un petit sachet de cocaïne. C'est pas à moi, ça. L'homme clame son innocence. T'as encore? Tu vois? Mais sur lui, les gendarmes trouvent un autre paquet contenant ce qui pourrait être de l'héroïne. La faible quantité laisse supposer que le jeune Anglais est un simple consommateur. Une prise qui ne surprend pas Patrick. La drogue dure s'est démocratisée dans la mesure où le prix a complètement baissé en 10 ans. Avant, quand on était au franc, on était à peu près à 1000 francs le gramme. Maintenant, on en est à 60, 80 euros. C'est des drogues à la mode. Là, c'est l'occasion de se retrouver ensemble et ils se mettent dans un coin et voilà. La détention de drogue est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. La police municipale n'étant pas habilitée à traiter les affaires de stupéfiants, ce sont les gendarmes qui prennent la suite. Et après une palpation de sécurité, on a retrouvé un petit paquet. Le jeune Anglais est conduit à la brigade. Leslie veut savoir qui lui a vendu la drogue. Allez, you come, you sit here. La cocaïne n'ayant pas été trouvée sur lui, il ne devra justifier que du contenu du sachet bleu. La quantité est légère, à peine 1 gramme, mais Antoine, l'un des enquêteurs de la brigade, refuse de banaliser la consommation de drogue. Ça peut pas rester impuni non plus, enfin, je veux dire, on consomme des produits stupéfiants et c'est interdit. Donc quelle que soit la quantité, on peut pas le laisser passer non plus. Enfin, je veux dire, maintenant on fait ça comme vous avez fumé une cigarette. L'audition commence. Le but pour les gendarmes, identifier le dealer. Je l'ai acheté à un Français. Here in the resort? Oui. And ask you what? Il m'a dit, est-ce que tu veux en acheter? J'ai dit oui. Give me the description of the boy who bought the drug. C'est un Français, un surfeur sur les pistes. He was fat, slim, Comme moi, brown hair. avec des cheveux bruns. De longs cheveux bruns comme les vôtres. Les saisonniers changent, le flux de personnes, il est constant. Je veux dire, il y a toujours des nouvelles têtes et voilà. Après, si c'est quelqu'un de local, enfin, on sera peut-être amené à le recroiser. Donc ça peut être intéressant pour nous d'avoir ces informations-là. Vous savez ce que vous risquez en Angleterre? Un rappel à la loi. En France, j'en sais rien. Vu la très faible quantité de drogue trouvée sur lui, le jeune touriste s'en tire avec une simple leçon de morale. You buy something in the resort, you don't know what it is and you taste it. You don't worry about what can happen to you. C'est les vacances, vous savez. J'ai besoin de décompresser. If you want to die young, it's your problem. Durant l'hiver, les gendarmes traitent 2 fois plus d'affaires de stupéfiants que le reste de l'année. La saison dernière, ils en ont enregistré une 60aine. En 2013, la police municipale et la gendarmerie ont traité ensemble plus de 500 affaires de vol, violence et stupéfiants, et fait baisser le nombre de délits de 14% par rapport à 2012. Sur le domaine des Deux-Alpes, les pisteurs et les gendarmes du PGHM sont intervenus sur plus de 1000 accidents. L'année prochaine, la station des Deux-Alpes attend près de 30 000 nouveaux vacanciers chaque semaine.